Mes chers étudiants, donc nous voilà encore une fois ensemble pour explorer une autre situation de la génétique générale. Il s'agit de la recombinaison génétique et donc le linkage et l'établissement des cartes génétiques. Le linkage, c'est un mot anglais qui vient du verbe to link, c'est-à-dire lier. Donc nous avons affaire ici à des gènes qui sont liés entre eux. Donc la possibilité maintenant de lier des gènes, si des gènes sont liés entre eux, ça veut dire qu'il y a possibilité de réaliser des recombinaisons génétiques entre eux, c'est-à-dire les chiasmes et les crossing-over. Ils peuvent s'échanger des parties de leur chromosome, des parties de leur ADN. Et s'ils sont proches les uns des autres, on peut aussi calculer la distance qui les sépare. Et donc, si on calcule la distance, on peut créer une carte de linkage de ces gènes sur un chromosome. Dans certains cas, on l'a vu auparavant, les gènes sont situés sur des chromosomes différents. Donc, ils n'ont aucun lien, sauf si il y a l'interaction, et dans ce cas, comme on venait de le voir dans le cours précédent, un gène ou bien un allèle peut exercer une influence sur l'autre. Mais on ne peut pas les cartographier ensemble. Dans d'autres cas, donc, les gènes sont situés sur le même chromosome, donc ce sont des gènes liés, et donc ils appartiennent au même groupe de linkage. Ils appartiennent à un même groupe, à une même cartographie. Lorsque on réalise une analyse génétique en prenant en considération des gènes liés, la progéniture qui sera formée ne sera pas identique en termes de proportion et ni même en termes de constitution. Lorsque les chromosomes homologues s'alignent pendant la prophase de la division méiotique pour réaliser les crossing-over et les échanges chromosomiques, certaines chromatides sont associées au crossing-over, d'autres ne le sont pas. Donc, les chromatides qui ne sont pas associées au crossing-over, ils vont former des gamètes de type parental. Les individus qui seront formés seront des gamètes, plutôt les individus, seront des individus de type parental aussi. Alors que les descendants dont les gamètes ont été brassés, ont été mélangés, ont été modifiés, ont été recombinés, donc formeront des individus qu'on appellera de type recombinant. Ce processus, tout simplement, donc, se produit pendant la méiose et s'appelle la recombinaison génétique. À chaque fois que des gènes montrent un taux de recombinaison inférieur à 50%, il y a une grande probabilité qu'ils soient liés. Et dans ce cas, on utilise un test cross obligatoirement pour déterminer ce type de liaison, pour déterminer toute la descendance, pour déterminer l'ordre des gènes et pour déterminer, bien entendu, à la fin, la distance entre les gènes. Donc le test cross, c'est toujours un individu hétérozygote pour tous les loci et un organisme, un deuxième organisme homozygote récessif pour l'ensemble des loci considérés. La première exception à la génétique de Mendel, à la loi de la ségrégation indépendante des caractères, n'est venue qu'au début du siècle dernier, alors que, souvenez-vous bien, Mendel a énoncé ces lois en 1865.
Donc il a fallu attendre quand même longtemps pour détecter la première exception, si l'on veut, à toute cette génétique énoncée par Mendel. Les expériences ont montré des modifications de rapport, comme ici, quand on arrive à la F2, il y a une sorte de décalage. Nous avons 381 plantes de F2 constituées de 305 aux fleurs pourpres et uniquement 76 aux fleurs rouges. Et les 305 plantes 305 ayant le pollen long et 76 ayant le pollen rond. Et quand on les prend individuellement, on trouve que ces rapports ne concordent pas avec le rapport classique de 3,1. Mais on n'a pas pu expliquer cette situation ici, au début des années 1900. Vers 1917, avec d'autres croisements, avec d'autres essais, on a pu réaliser plusieurs croisements et c'est là qu'on a avancé pour la première fois la notion de gènes liés. Donc vous comprendrez ici qu'il faut revenir à 1865 pour rester dans la ségrégation indépendante des caractères. Il faut aller vers 1905-1906 pour tenter les premières explications. On a trouvé que des rapports autres que 3,1, mais qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et par la suite, vers 1917, 1918 jusqu'à 1920, on a pu avancer le terme gènes liés et groupes de linkage, et on avait, à la fin de l'année 1920, les explications sont devenues réelles et simples, comme quoi les gènes étaient liés entre eux. Lorsque on a affaire à des gènes liés, donc il va falloir étudier les taux de recombinaison entre eux dans le but de détecter ou bien de calculer les distances et de réaliser par la suite une cartographie de gènes. Quand on analyse les résultats d'un croisement phénotypique, par exemple, une plante à tige géante avec une forme de fleurs axiales et de grains jaunes, croisée par une deuxième plante avec des génotypes inverses ou des phénotypes inverses. Il y a plusieurs possibilités d'association des gènes ou des allèles chez les parents originaux. L'association est dite en 6 lorsque les individus n'ont pas subi de recombinaison, c'est-à-dire tout le monde est pareil. Soit c'est des gènes sauvages ensemble, ou bien des gènes mutés ensemble. Soit des gènes dominants ensemble sur le même chromosome, soit des gènes récessifs ensemble sur le même chromosome. Alors si je prends par exemple 3 gènes A, B et C. Alors, si j'ai grand A, grand B, grand C sur un chromosome et petit a, petit b, petit c sur le deuxième chromosome homologue, les allèles sont en association 6. Lorsque ces gènes sont mélangés, c'est-à-dire sur un chromosome, j'ai par exemple grand A, mais il est associé à petit b et petit c sur un chromosome. Et sur le deuxième chromosome, donc j'aurai petit a associé à grand B et à grand C. L'association dans ce cas est dite en trans. Donc vous pouvez voir qu'on peut avoir deux types d'associations et ce type d'association ne peut être compris, ne peut être déduit que lorsque nous regardons
les parents qui n'ont pas été associés à la recombinaison. Souvenez-vous bien que seuls les chromatides qui se placent l'une en face de l'autre sont susceptibles de réaliser la recombinaison génétique, donc les chiasmes et les crossing over, alors que celles qui sont vers l'extérieur ne peuvent pas être incluses. Lors de la méiose, donc, il y a possibilité de crossing over entre deux allèles, entre deux gènes. Dans le meilleur des cas, c'est la moitié des gamètes qui seront recombinés. Je dis bien la moitié, donc dans le meilleur des cas, il y a un crossing over. Les chromatides du milieu vont être associées, celles de l'extérieur, donc la moitié, ne peuvent pas être associées. Dans ce cas, 50% des gamètes seront recombinés au maximum. Au maximum. Un taux de recombinaison de 1% représente une distance entre allèles de 1, petit c, grand M. Petit c, grand M, c'est-à-dire un centimorgane, et Morgan, c'est le chercheur qui a mis en évidence pour la première fois, au début des années 1900, ce type de calcul et ce type de l'existence de la recombinaison et son calcul. Lorsque les gamètes recombinants représentent la moitié de l'ensemble des gamètes produits par l'individu hétérozygote. Dans ce cas, le taux de recombinaison va avoisiner 50%. Mais il ne peut en aucun cas aller au-delà. Parce que 50%, c'est le maximum des gamètes recombinés. On ne peut pas avoir plus de 50% de gamètes recombinés. Donc le maximum, c'est 50%. La distance, effectivement, entre deux allèles situés sur le même chromosome ne peut pas excéder 50 centimorganes. Dans la plupart des cas, l'apparition d'un crossing over est un phénomène rare. Donc pendant la méiose, certaines méioses, il va y avoir des crossing over, dans d'autres méioses, il n'y en aura pas. Donc le crossing over est une exception, ce n'est pas une règle. Ça veut dire que le nombre d'individus de type recombiné est toujours faible, ou bien, pris en d'autres termes, le nombre d'individus de type parental est toujours plus important que le nombre d'individus de type recombiné. Quand on regarde maintenant, quand on analyse la descendance, c'est à partir de cette notion qu'on pourra déterminer les individus de type parental parce qu'ils sont plus nombreux par rapport aux individus recombinés parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et souvenez-vous bien de ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on on trouve les individus de type parental, on essaye de voir comment les gènes sont associés parce qu'ils ne changent pas. Par contre, les individus de type recombiné changent l'association des allèles parce qu'il y a une recombinaison entre chromatides. Pour établir les cartes génétiques, donc il va falloir établir l'ordre des gènes, mais aussi la distance entre les gènes. Donc on va prendre un exemple concret que l'on va suivre depuis le début. On prend une autre fois la courge dans laquelle on connaît 3 gènes qui interviennent dans le contrôle et la génération du phénotype global du fruit. L'allèle petit p, l'allèle récessif petit p du premier gène détermine la couleur pourpre du fruit, contrairement au type sauvage de couleur jaune. Un deuxième allèle petit r récessif gouverne la forme d'un fruit. Il est rond ou bien, lorsqu'il est de type sauvage, il est sous forme allongée.
Donc petit r, il est rond, et R+, il est sous forme allongée. L'allèle récessif, finalement, petit j, il donne un fruit juteux, alors que le type sauvage donne un fruit plutôt sec. Donc, petit j juteux, j+, petit j+, donne un fruit de nature sèche. Il s'agit donc de trouver l'ordre des gènes, la distance, ainsi de suite. Et pour ce faire, il faut réaliser un test cross entre l'individu hétérozygote, regardez comment j'ai écrit le génotype, +, / P, R et J. Cet individu, il est hétérozygote. J'ai pris le soin de séparer les allèles de type sauvage des allèles récessifs. C'est juste pour montrer qu'il est aussi hétérozygote et que c'est une façon d'écrire les génotypes. Cet individu est croisé avec un individu homozygote récessif pour l'ensemble des caractères, petit p, petit r et petit j. Et on regarde par la suite la différence entre toutes les classes phénotypiques qu'on va voir dans un instant. Voilà. Donc, regardez ici, petit p, petit r, petit j, ou bien p+, r+, j+, / p, r et j, croisés toujours par le même individu, PRG / PRG à l'état récessif. L'analyse de la descendance du test cross nous donne ces individus. Moi, j'ai choisi de les classer dans un ordre descendant, des plus fréquents au moins fréquents. Regardez le nombre de classes. Nous avons 8 classes phénotypiques. Nous avons les différentes classes phénotypiques. Nous avons le nombre d'individus par classe phénotypique. Et nous avons le génotype du gamète du parent hétérozygote. Parce que le parent homozygote ne change absolument rien à la donnée et au phénotype de la descendance, puisqu'il est toujours petit p, petit r, petit j, c'est-à-dire récessif. S'il y a un plus, donc le petit p ne va pas s'exprimer. S'il y a un plus ici, le petit r ne peut pas s'exprimer. S'il y a un plus ici, le petit j ne peut pas s'exprimer à cause donc des phénomènes de dominance et de récessivité. Le premier phénotype, il s'agit de jaune allongé et sec. On peut revenir en arrière un moment. Allongé, alors où était jaune, allongé et sec. Ce sont les parties de type sauvage. Et voici P+, R+, J+. 179 individus. La deuxième catégorie, il s'agit de pourpre, rond et juteux. Là aussi, on peut revenir un moment. Pourpre, où est-il? Il est là. Pourpre, rond et juteux. Et à chaque fois, c'est petit p, petit r et petit j. Donc, ce sont les allèles de type récessif qui ont donné naissance à ces 173 individus. Les voilà. P, R et J. Ainsi de suite. Et quand on regarde, quand on analyse cette descendance, on trouve que les deux premières classes sont les plus représentatives. Elles contiennent les nombres les plus élevés d'individus, 179 et 173, si je me souviens bien. 179 et 173. Quand on regarde ces individus, donc encore une fois, ils sont
d'un côté de type sauvage et de l'autre de type mutant. Donc, les allèles sont associés comment? Ils sont associés sauvages sur un chromosome, mutant sur le deuxième. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça veut dire que les allèles sont associés en 6. Les allèles dominants sur le même chromosome et les allèles récessifs sont situés sur le chromosome homologue. Donc à partir de là, on a déjà démontré comment les allèles sont associés chez les parents originaux. La deuxième constatation, c'est que les classes 7 et 8 sont les moins fréquentes. Voilà, les classes 7 et 8, la classe 7, elle contient 4 individus, la classe 8, elle contient 2 individus. Regardez, 4 individus sur 500, 2 individus sur 500. Donc, ce sont les individus qui sont issus d'une double recombinaison. C'est-à-dire qu'ils sont recombinés 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont subi 2 crossing-over en même temps. Et c'est extrêmement rare. Souvenez-vous ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a un moment. Alors, je crois que c'est ici. Étant donné que l'apparition d'un crossing-over est un événement rare, le nombre d'individus de type parental est plus fréquent que le nombre d'individus recombinants. Et c'est un fait qui est utilisé pour indiquer que les gènes sont liés. Donc, non seulement on indique que les gènes sont liés, mais c'est à partir de là qu'on peut trouver aussi l'ordre des gènes. On a trouvé qu'ils sont liés, on a trouvé comment ils sont liés, et maintenant, on va passer à l'ordre des gènes à partir de cette notion. Ce que l'on cherche ici, c'est le gène qui est situé au milieu, en prenant les 3 possibilités. Nous avons 3 gènes, P, R et J. Donc, il est possible de dire que R est au milieu, regardez. Il est possible de dire que J est au milieu, et il est possible de dire que c'est P qui est au milieu. Lorsqu'il n'y a que 3 gènes, c'est la situation la plus facile, bien sûr, à suivre, on ne va pas chercher à comprendre les gènes qui flanquent le gène du milieu. On s'en fout lorsque R est au milieu, est-ce que c'est PRJ ou bien JRP? Donc le problème ne se pose pas en ces termes. Il se pose R au milieu, J au milieu et P au milieu. Et regardez aussi, tout à l'heure on avait conclu que les allèles sont associés en 6. Donc je les garde en 6. P+, R+, J+, PRJ. P+, J+, R+, PJR. R+, P+, J+, RPJ. Donc, les allèles sont toujours associés en 6. Les allèles sauvages sur un chromosome, les allèles mutants sur le deuxième chromosome homologue. Et à chaque fois, on réalise les 2 crossing-over dans chacun des 3 cas pour voir les gamètes de type recombiné 2 fois. Alors, quand je réalise un crossing-over ici 2 fois, c'est-à-dire, je réalise un crossing-over entre P et R, un premier, et je réalise un deuxième entre R et J en même temps. Donc, les gamètes qui sont formées par ces individus, vous allez suivre et vous allez faire ça chez vous tranquillement. Ici, j'ai abrégé un petit peu la situation. Mais vous allez voir que si on crée 2 crossing-over ici, l'un entre P et R,
suivi d'un autre entre R et J, voilà ce que j'aurai comme situation. P plus R, J plus pour le premier gamète et P, R plus et J pour le deuxième gamète. Si vous n'avez pas suivi, on y va à la deuxième possibilité d'ordre. Il suffit de placer P, J, R sous P plus, J plus, R plus. Le premier gamète que je formerai recombiné deux fois, ça sera P plus, je descends vers J et je remonte vers R plus. Donc je formerai P plus, J, R plus. Ici, j'ai formé P plus, R, J plus. Il est différent de P plus, J, R plus. Donc à chaque fois, ça sera la même chose. Le deuxième gamète, ça sera P, J plus et R. Dans la troisième possibilité de l'ordre, parce que P est au milieu, je formerai le premier gamète recombiné deux fois, ça sera R plus, P, J plus. Le deuxième, ça sera R, P plus et J plus. Lorsque j'ai produit deux gamètes recombinés ici, deux gamètes recombinés ici et deux gamètes recombinés ici, c'est maintenant que je prends le soin de comparer la texture, la composition des deux gamètes d'ici aux deux gamètes d'ici, aux deux gamètes d'ici, dans le but de voir quelles sont les deux gamètes des trois possibilités A, B et C qui concordent avec les gamètes recombinés qui sont donnés par l'exercice. L'exercice, les voilà. 7 et 8, alors plus J, P, R, plus. Donc ici, il m'a donné comme gamètes recombinés d'une part P plus, R plus et J. P plus, R plus et J. Ce sont les gamètes recombinés de l'exercice. Ici, on a conclu que la possibilité B est correcte. On peut la vérifier. P plus, on descend vers J pour monter vers R plus. Donc c'est P plus, J, R plus. P plus, J, R plus. Le deuxième, c'est P, R, J plus, P, J plus, R. P, J plus, R. Donc, on constate bien évidemment, à juste titre, que la deuxième possibilité est juste, que donc l'ordre ou bien l'écriture du génotype c'est comme ça, et J est au milieu, flanqué de P et de R. Donc encore une fois, pour reprendre ici, je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais il suffit de regarder les classes les moins fréquentes, exactement, les moins fréquentes, 7 et 8, avec 4 individus et 2 individus. Regardez bien comme il faut leur génotype. À partir de là, prendre l'association telle qu'elle est, si elle est en 6, donc comme c'est le cas ici, on prend les gènes sauvages ensemble, les gènes mutés ensemble, et on suppose 3 possibilités d'ordre de gènes, puisqu'il y a 3 gènes. R au milieu, J au milieu, P au milieu. Pour chaque possibilité, on crée 2 crossing over à chaque fois et on regarde le produit de ces crossing over.
en types de gamètes. Quels sont les types de gamètes? Quels sont les deux types de gamètes fournis par la possibilité AA? Quels sont les deux types de gamètes formés par la possibilité B? Et quels sont les deux types de gamètes formés par la possibilité C? Une fois qu'on les a formés et qu'on a comparé, bien sûr, on compare par rapport aux données de l'exercice. Les possibilités qui sont conformes aux données de l'exercice vont nous indiquer ou bien vont nous pousser à conclure pour cet ordre des gènes. Donc ici, l'ordre des gènes est la possibilité B, P+, J+, R+, /P, J, R. À partir de ce moment, lorsque on connaît l'ordre des gènes, les individus double recombinants sont connus, nous pouvons déterminer aussi les individus qui sont recombinés entre les gènes P et J d'une part et J et R d'autre part, toujours en prenant en considération J au milieu. Quand on regarde des simples recombinants dans la région PJ, les voilà, on crée une recombinaison dans la région PJ, donc on trouve P+, J, R, voilà, P+, et on descend vers J et R, et de l'autre côté, P, J+, R+. Et quand on compare aux données de l'exercice, on trouve que c'est 46 et 52 individus recombinés dans la première région, c'est-à-dire entre P et J. Les individus qui sont recombinés dans la deuxième région, c'est-à-dire J, R, même chose, on prend le génotype tel qu'il est, P+, J+, R+, PJR, et on crée la recombinaison maintenant ici, entre J et R. Et on laisse P et J tel qu'il est. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche nos gamètes, j'aurai un gamète P+, J+, et je descends vers R. P+, J+, et R. Pour un premier type de gamète. Le deuxième type de gamète sera automatiquement l'inverse, puisque je commence en bas. Ici, ça sera un P, J, et je monte en haut, R+. P, J et R+. Et on aura, une fois la comparaison aux données de l'exercice faite, on aura 20 individus et 24 individus. Donc nous avons 4 et 2, je crois, ou 7 et 4 individus, 4 et 2. 4 et 2 individus recombinés deux fois. Nous avons 24 et 20 individus recombinés une seule fois dans la deuxième région, et nous avons 52 et 46 individus recombinés dans la première région. La première région étant la région entre PJ et la deuxième étant la région entre J et R. Maintenant que toutes les données sont disponibles, nous connaissons toute la situation, on peut calculer les taux de recombinaison. Le taux de recombinaison dans la région PJ, cette région, dans ce cas, on prend en considération tous les recombinants, ou bien toutes les recombinaisons qui ont eu lieu. C'est-à-dire à la fois les simples recombinaisons, les résultats de la simple recombinaison qui a eu lieu ici, sans oublier la double recombinaison. Donc, pour calculer le taux de recombinaison entre P et J, nous avons qu'à additionner 46, 52, 4 et 2, divisé par 500, qui représente le nombre total d'individus, fois 100 pour obtenir un taux ou un pourcentage. Et nous avons 28%. 28% représente le taux de recombinaison. Et nous avons dit qu'une unité de recombinaison était égale à une unité de distance sous forme de centimorgane. Donc la distance PJ est égale
à 20,8 centimorgane. On fait la même chose pour la distance JR, n'est-ce pas? Donc on prend en considération encore une fois tous les recombinants, 24, 20, 4 et 2. Divisé par 500, multiplié par 100, et on aura 10% de taux de recombinaison. Ce taux de recombinaison converti en distance nous donnera 10 centimorganes. La distance globale, puisque maintenant on a calculé la distance au départ entre P et J. Pourquoi j'ai fait, alors ici c'est le taux de recombinaison entre J et R. Donc ce n'est pas PJ, s'il vous plaît, excusez cette petite erreur. C'est JR, voilà, 10 centimorganes. Donc PJ 20,8, JR 10 et PR, donc la distance globale des trois gènes, c'est l'addition de 20,8 et 10 qui va nous donner 30,8 centimorganes. En conclusion, le calcul des distances entre les gènes et l'établissement de la carte génétique, pour faire tout ça, nécessite d'abord la détermination du type d'association des allèles, comment les allèles sont-ils associés chez les parents originaux et comment, dans quel ordre ils sont. Donc, le type d'association, c'est-à-dire en cis ou en trans, ou bien, et puis par la suite, l'ordre des gènes pour pouvoir par la suite déterminer les distances. Voilà, j'arrive au terme de cette séance dédiée au linkage et aux recombinaisons et au calcul des distances. Ce qu'il faut retenir ici globalement, c'est que dans certains cas, les gènes ne sont pas indépendants. Ou bien, dans certains cas, les gènes sont liés entre eux. Et s'ils sont liés entre eux, ça veut dire qu'ils peuvent se recombiner entre eux et créer de nouveaux organismes suite à la recombinaison. Donc il y a des organismes qui n'assistent pas à la recombinaison, ce sera les individus de type parental, on avait dit, qui seront toujours plus fréquents, et les individus qui sont recombinés parce que la recombinaison est rare, parce que l'apparition d'un crossing over est rare, donc ces individus sont moins nombreux et moins fréquents. Mais toujours est-il, parce que nous avons cette capacité, ou plutôt les gènes ont cette capacité de se recombiner, c'est à partir des taux de recombinaison qu'on peut déterminer la distance entre eux, et une fois qu'on connaît la distance, on peut cartographier ces gènes. Merci beaucoup pour votre attention.